Et quand, Deuxième, par exemple, certains à LFI parlent de mouvement de résistance, d'aucuns s'en émeuvent en disant: «Mais ça n'est pas un mouvement de résistance, mais, c'est un mouvement terroriste». mais vous pouvez contester tel ou tel propos, mais quand certains disent ça, ça n'en fait pas des pro-Hamas, comme je le lis parfois dans la presse. Ça n'en fait pas des gens qui sont partisans, qui soutiennent le Hamas, comme je le lis dans la presse. Donc moi j'ai dit la position qui Mmh. était la mienne et celle de mon mouvement sur ce sujet. Quant à la question d'une obsession anti-israélienne, évidemment qu'il n'y a aucune obsession anti-israélienne dans nos propos. La seule chose que nous avons dit, c'est que les événements après le 7 octobre, et notamment la réponse qui a été la réponse de l'armée israélienne à l'égard de la population de Gaza, était inacceptable, qu'elle constituait un crime de guerre, peut-être un crime contre l'humanité, et qu'un certain nombre d'experts, en particulier des experts des Nations Unies, caractérisaient l'action de l'armée israélienne à Gaza de génocidaire. Mmh. Et ça, c'est pas juste mes propos, des propos qui sont étayés par un certain nombre de rapports, d'interventions. Quand le procureur de la Cour pénale internationale délivre des mandats d'arrêt contre M. Netanyahou et contre d'ailleurs aussi un dirigeant du Hamas, pour préciser aussi sur le premier point, moi j'ai salué le fait que la Cour pénale internationale ait délivré des mandats d'arrêt. Donc si j'étais pro-Hamas, comme certains me le disent, j'aurais peut-être pas salué le fait qu'on accusait l'un de ses dirigeants de criminels de guerre. Donc moi, je n'ai aucune obsession anti-israélienne. La position qui est celle de la France insoumise depuis le début, elle est très claire. C'est l'idée de dire qu'il doit y avoir dans la région une solution à deux États sur la Mmh. base des frontières de 1967 qui permet aux Palestiniens de pouvoir disposer d'un État et de vivre en paix, en liberté, en sécurité, et aussi Israéliens de vivre en liberté, en paix et en sécurité. Et pour ça, il y avait un certain nombre de conditions. C'était la reconnaissance de l'État palestinien, c'était l'application pleine et entière du droit international, c'était la fin de la colonisation, et c'est la fin à l'époque et du blocus de Gaza. C'est la Mais position qui est pourquoi la nôtre. selon Ça vous reste la nôtre. pourquoi selon vous, Manuel Bompard, Avant de commencer, n'oubliez pas de mettre à like et de vous abonner. Manuel Bompard prend position de manière claire et ferme sur la question du conflit israélo-palestinien et des crimes commis à Gaza par Israël. En parlant de l'internationalisme réactionnaire, il dénonce les soutiens aveugles et l'impunité dont bénéficie Israël de la part de certains acteurs internationaux, notamment en Europe, face aux violences infligées à la population palestinienne. Selon Bompard, ce soutien inconditionnel est un symptôme d'une vision géopolitique déconnectée des réalités humaines sur le terrain, où des considérations stratégiques et diplomatiques sont privilégiées au détriment des droits fondamentaux des civils palestiniens. Il critique vivement l'attitude de certains gouvernements occidentaux qui, selon lui, préfèrent fermer les yeux sur les violations flagrantes des droits de l'homme et la souffrance à Gaza, au nom d'intérêts géopolitiques ou économiques. À travers son discours, Bompard réaffirme son engagement envers l'internationalisme solidaire, soulignant la nécessité de défendre les principes de justice et d'égalité, quel que soit le contexte politique. Son propos ne se limite pas à une simple critique d'Israël, mais il met également en lumière la complicité qu'il voit dans les soutiens diplomatiques et financiers qui alimentent cette dynamique de violence et de répression. le sujet Mais aujourd'hui? bon, d'abord, je pense que évidemment que les propos, ils s'apprécient au regard d'un contexte, et évidemment dans le contexte que je vous ai indiqué aujourd'hui, qui est un contexte d'une montée en France de l'islamophobie. D'ailleurs, là aussi, il y a des chiffres qui l'attestent. Le rapport à une femme, par exemple, qui porte le voile dans la rue ne peut pas être le même. Ensuite, vous pouvez tout à fait avoir une appréciation personnelle sur le fait que vous pouvez considérer que si vous étiez une personne et vous n'avez pas envie de porter le voile, vous considérez que vous avez tout à fait le droit. Personne ne dit qu'il y a une obligation en France Mmh. d'avoir une appréciation positive sur la personne qui porte tel ou tel, d'ailleurs, il ne faut pas se focaliser uniquement sur le voile, tel ou tel signe religieux. On a le droit de considérer que on le ferait pas, etc. Mais le sujet, c'est pas celui-là. Le sujet, c'est de savoir si ça doit justifier le fait qu'une personne, une femme dans la rue, puisse se faire agresser parce qu'elle le porte. Et évidemment, non. Mmh. Donc, et quand ça Mais doit être le cas, qu'est-ce qui a il faut le changé dénoncer. pour vous? Parce que, à Il n'y peu a près rien à qui la a même changé. époque, non, non, mais à peu près à la même époque, il y avait eu, vous vous souvenez, une candidate voilée que le nouveau parti anticapitaliste, le NPA, avait présenté aux élections régionales dans le Vaucluse, et Jean-Luc Mélenchon avait dit à ce sujet: le débat politique ne doit pas aller sur le terrain religieux. Sur le terrain religieux, quelqu'un qui participe à une élection doit représenter tout le monde et pas seulement ceux dont il partage les convictions religieuses. C'est une attitude immature et un peu racoleuse qui dit: à moi les miens.
Écoutez, rien n'a changé du point de vue de l'analyse qui dit Ça, que... vous pensez que ce que disait à cette époque-là Jean-Luc Mélenchon reste vrai Non, aujourd'hui? je vais vous dire les choses franchement. Évidemment que dans une élection, quand vous êtes dans une élection, si vous êtes candidate ou candidat à une élection, vous devez représenter l'ensemble des Françaises et des Français, quelle que soit leur confession religieuse, s'ils en ont une, ou leur absence de religion. Et donc il faut être attentif dans une campagne électorale à faire en sorte que les messages que vous envoyez, les propositions programmatiques que vous portez, ne s'adressent pas qu'à une catégorie de la population, mais à tout le monde. Et moi, je reste évidemment attaché à ce principe. Mais la discussion qu'on avait, elle était relative à comment le fléau du racisme s'est déplacé pour cibler davantage les personnes en raison de leur confession religieuse que, évidemment, il y a encore aussi du racisme directement lié à la couleur de peau ou à l'origine géographique. Et souvent, d'ailleurs, les différentes formes de racisme sont imbriquées l'une à l'autre. Et donc, forcément, dans ce contexte-là, vous devez être un peu plus vigilant sur les campagnes médiatiques, par exemple, qui vont cibler une personne parce qu'elle porte le voile. Voilà ce que je vous dis. Donc, évidemment que peut-être que les mots ne sont pas les mêmes aujourd'hui parce qu'ils tiennent compte aussi du contexte. Le conflit israélo-palestinien qui connaît un terrible regain d'intensité depuis l'attaque du Hamas le 7 octobre 2023 et la riposte israélienne est au cœur de polémiques quasi permanentes entre LFI et une grande partie du reste de la classe politique française. Très schématiquement, on vous reproche une sympathie pour le Hamas, quand je dis vous, je parle de LFI, on vous reproche une sympathie pour le Hamas, et une forme d'obsession anti-israélienne qui confinerait parfois à l'antisémitisme. Est-ce que vous pouvez méthodiquement démonter ces accusations? Je peux essayer, mais j'espère, enfin, pour y parvenir, il faudrait que le débat soit de bonne foi. Donc je veux bien répondre sans aucune difficulté au point que vous avez indiqué. Vous dites, on vous reproche une sympathie pour le Hamas. Bon, s'il faut le redire, j'ai aucune difficulté à dire que les méthodes du Hamas, son idéologie, son projet politique sont à l'exact opposé des méthodes du projet politique et de l'idéologie de la France insoumise. Donc je n'ai aucune sympathie pour le Hamas. Si j'étais et je ne le suis pas, citoyen palestinien, évidemment, je combattrai son projet et ses idées. Donc, je ne peux pas être plus clair que ça, si vous voulez. Le problème, c'est qu'il faut ensuite, en face, que des gens qui cherchent à polémiquer, en vérité, pas à débattre, écoutent ce que les gens disent. Quand, par exemple, certains à LFI parlent de mouvement de résistance, d'aucuns s'en émeuvent en disant mais ça n'est pas un mouvement de résistance, c'est un mouvement terroriste. Mais vous pouvez contester tel ou tel propos, mais quand certains disent ça, ça n'en fait pas des pro-Hamas, comme je le lis parfois dans la presse. Ça n'en fait pas des gens qui sont partisans ou qui soutiennent le Hamas, comme je le lis dans la presse. Donc moi j'ai dit la position qui était la mienne et celle de mon mouvement sur ce sujet. Quant à la question d'une obsession anti-israélienne, évidemment qu'il n'y a aucune obsession anti-israélienne dans nos propos. La seule chose que nous avons dit, c'est que les événements après le 7 octobre, et notamment la réponse qui a été la réponse de l'armée israélienne à l'égard de la population de Gaza, était inacceptable, qu'elle constituait un crime de guerre, peut-être un crime contre l'humanité, et qu'un certain nombre d'experts, en particulier des experts des Nations Unies, caractérisaient l'action de l'armée israélienne à Gaza de génocidaire. Et ça, c'est pas juste mes propos, des propos qui sont étayés par un certain nombre de rapports, d'interventions. Quand le procureur de la Cour pénale internationale délivre des mandats d'arrêt contre M. Netanyahou et contre d'ailleurs aussi un dirigeant du Hamas, pour préciser aussi sur le premier point, moi j'ai salué le fait que la Cour pénale internationale ait délivré des mandats d'arrêt. Donc si j'étais pro-Hamas, comme certains me le disent, j'aurais peut-être pas salué le fait qu'on accusait l'un de ses dirigeants de criminels de guerre. Donc moi, je n'ai aucune obsession anti-israélienne. La position qui est celle de la France insoumise depuis le début, elle est très claire. C'est l'idée de dire qu'il doit y avoir dans la région
une solution à deux États sur la base des frontières de 1967 qui permet aux Palestiniens de pouvoir disposer d'un État et de vivre en paix, en liberté, en sécurité, et aussi Israéliens de vivre en liberté, en paix, en sécurité. Et pour ça, il y avait un certain nombre de conditions. C'était la reconnaissance de l'État palestinien, c'était l'application pleine et entière du droit international, c'était la fin de la colonisation, et c'est la fin, à l'époque, du blocus de Gaza. C'est la position qui est la nôtre. Selon vous, ça reste la nôtre. Pourquoi, selon vous, Manuel Bompard, ce conflit israélo-arabe a-t-il un écho aussi fort en France? Et pourquoi vous, par exemple, quand je dis vous, encore une fois, la France insoumise, ne parlez-vous pas ou presque pas de ce qui se passe dans la région des Grands Lacs en Afrique ou de ce qui se passe pour les Ouïghours en Chine, et tant du conflit israélo-palestinien? Mais en fait, pardon, mais c'est pas vrai. Enfin, je veux dire... Alors là, il y a ces derniers jours certains qui ont été analysés la proportion de tweets consacrés au conflit israélo-palestinien ces derniers mois à LFI. C'est relativement important. Mais vous savez bien que vous parlez moins de la région des Grands Lacs que... Mais en fait, c'est pas moi qui dicte les sujets qui font l'actualité politique. Mais vous la faites, l'actualité politique. J'y contribue. Ouais. Mais je veux dire que, évidemment, que moi je dénonce ce qui se passe, ce qui s'est passé le 7 octobre et ce qui s'est passé à Gaza, au Liban, avant même d'ailleurs le 7 octobre, mais en particulier encore plus depuis le 7 octobre. Mais par exemple, ce mercredi à l'Assemblée nationale, notre question d'actualité au gouvernement, elle était sur la situation en République démocratique du Congo. Et il y a quelques mois, Jean-Luc Mélenchon, mes collègues députés comme Arnaud Le Gall se sont rendus en République démocratique du Congo pour parler en particulier de la guerre et des incursions de milices armées par le Rwanda en République démocratique du Congo. Et je suis intervenu sur ce sujet. Je suis intervenu sur un certain nombre d'autres sujets internationaux. Alors, ce que vous voulez dire, c'est que les journalistes s'intéressent moins à vous quand vous parlez d'autre chose? C'est évidemment, il y a sans doute moins d'intérêt quand je parle d'autre chose, mais surtout, je trouve, pardon, je vous en fais pas le reproche à vous, mais qu'il y a une forme d'argumentation aujourd'hui qui consisterait à dénigrer un peu la sincérité de notre engagement sur Gaza sous prétexte qu'on considérerait qu'il n'y a pas le même niveau d'engagement sur d'autres sujets. Mais souvent, ces critiques-là, elles viennent de personnes qui, en l'occurrence, ne sont pas engagées sur Gaza, mais ne sont pas engagées sur les autres sujets non plus. Et même si j'avais parlé que de Gaza, ce qui n'est pas le cas, en quoi ça rendrait ce qui se passe à Gaza acceptable? Évidemment que ça ne l'est pas. Et vous pouvez Non, mais il ne serait pas illégitime de vous demander pourquoi vous concentrez strictement votre attention sur ce sujet-là et pas d'autres. Vous voyez ce que je veux dire? Quant à moi, vous comprenez qu'en tant que journaliste, je ne suis engagé ni dans l'un ni dans l'autre. Je ne leur fais pas le reproche, mais à vous travers comprenez? vos questions, et c'est pas du tout un reproche, évidemment, vous vous interrogez aussi des choses qui ont été dites par d'autres. J'essaye de comprendre et c'est peut-être normal. de vous permettre aussi de formuler les choses. Et c'est normal. Ouais. Mais vous pouvez pas reprocher à des gens pour des raisons parfois personnelles, sentimentales, d'être plus mobilisés sur telle ou telle cause. Enfin, écoutez, il y a des gens qui sont très engagés sur une zone du monde et qui ont décidé de rejoindre des associations où leur sujet, c'est la solidarité avec tel pays, ou c'est la dénonciation de ce qui se passe dans tel ou tel pays. Si ces gens-là viennent vous voir, et viennent vous dire pour une émission, moi en tant que parlementaire, nous on est très engagés, je sais pas, sur la situation au Bhoutan, j'en sais rien, je dis n'importe quoi. Mais la première chose que je vais leur dire, c'est mais pourquoi vous parlez pas, je vais pas leur dire mais pourquoi vous ne parlez pas de tel ou tel sujet. Je vais m'interroger sur ce dont ils me parlent et je vais me dire est-ce que oui ou non ça mérite un engagement. Donc pourquoi il y a que sur le sujet. Je voudrais qu'on passe à autre chose, non, mais on peut. Okay, non, mais il y a que peut... sur le sujet israélo-palestinien qu'on nous dit mais vous parlez pas des autres sujets. Non, mais si ce qu'on j'en peut parle vous d'abord, objecter, et celui-là on a le droit d'en parler. Ce qu'on peut vous objecter, c'est que vous êtes un parti qui aspire à diriger le pays et que par conséquent, vous êtes amené à avoir un regard, une vision sur l'ensemble des grands sujets du monde. Évidemment, et je Vous voyez ce que je veux l'ai. dire? Et d'ailleurs, vous pouvez consulter notre programme dans lequel on traite tous ces sujets du monde. Et j'ai précisément, et après j'ai compris qu'il fallait qu'on passe à un autre sujet, évoqué, en ce qui concerne la situation et le conflit israélo-palestinien, les règles du droit international. Et précisément, le principe du droit international, c'est de ne pas se focaliser sur un seul sujet, c'est d'avoir des règles qui s'appliquent sur toutes les régions du monde et toutes les régions du globe. Et moi, mon attachement, c'est celui du droit international. Et à chacune de nos prises de position, elle s'appuie sur le respect du droit international.
On va rapidement essayer de faire un peu de prospective en France, puis Allez, après on va parler d'international justement. Euh, Est-ce que, enfin, les députés LFI ont lancé une procédure de destitution contre Emmanuel Macron qui n'a pas abouti. Est-ce que vous espérez encore que dans un avenir pas trop lointain, puisque de toute façon c'est dans 2 ans et demi au plus tard, Emmanuel Macron quitte l'Élysée oui. d'une manière ou d'une autre. Mais vous pensez que ça va se produire? Bah, je n'ai pas de boule de cristal, mais en tout cas, moi, je pense aujourd'hui qu'on est dans une situation d'instabilité politique profonde. Le gouvernement de Michel Barnier n'a tenu que 2 mois. Il est possible, et personnellement, je pense assez probable que le gouvernement de François Bayrou ne dure pas beaucoup plus longtemps. Et je pense que le pays ne peut pas se payer le luxe d'avoir des gouvernements qui changent tous les 2 mois. Et qu'aujourd'hui, le responsable de cette instabilité, c'est le président de la République, qui a pris la décision de dissoudre l'Assemblée nationale, qui ensuite a refusé en vérité de prendre acte du résultat des élections législatives et continue à s'accrocher au pouvoir alors qu'il a été battu par les élections. Et donc je pense que ça va produire une instabilité qui est une instabilité durable et qui va faire du mal au pays. Donc à partir de ce moment-là, je pense que si on veut retrouver un chemin de stabilité pour le pays, ça passe par le départ du président de la République, soit par une procédure de destitution qui est à son terme, soit par une démission. Et la sixième République que vous appelez de vos voeux, est-ce qu'elle nous mettrait à l'abri de l'instabilité politique que nous connaissons actuellement? Bah, en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que la Cinquième République nous a été vendue comme étant la constitution qui permettait de garantir en toutes circonstances la Bon, stabilité elle a été, politique. ça fait longtemps quand même, elle a été vendue. Vous dites D'accord. ça, Mais lorsqu'il y a encore quelques années, on avait un débat sur est-ce qu'il faut passer à la Sixième ouais. République ou rester à la Cinquième, on nous disait on a besoin de la stabilité de la Cinquième République. Je pense que tout le monde a vu à quel point, y compris la Cinquième République, ne donnait pas une garantie de stabilité. Donc je pense qu'on vit aujourd'hui, personnellement, je crois, les dernières heures, le crépuscule de la Cinquième République. Je pense qu'il a montré aujourd'hui. La sixième serait plus stable? Je pense que la sixième euh, peut être plus stable à partir du moment où elle permet une intervention populaire. Après, la sixième République, ça dépend ce qu'on met dedans. Il ne s'agit pas juste de changer le numéro, mais un régime qui sera un régime moins présidentiel, plus parlementaire. Un régime dans lequel il y aurait des possibilités d'intervention des citoyens qui ne soient pas limités à devoir voter une fois tous les Des 5 ans et possibilités de ensuite à rester à la révocation? maison. La révocation, des référendums d'initiative citoyenne, la possibilité en fait aux citoyens d'intervenir dans le débat politique, pas seulement au moment des élections une fois tous les 5 ans, un meilleur contrôle de l'exécutif par le parlementaire, ce que ne permet pas aujourd'hui la Cinquième République. Le principe de la Cinquième République, c'est l'irresponsabilité politique du président de la République qui est érigée comme dogme. C'est-à-dire, vous votez pour un président de la République, pendant 5 ans, vous pouvez rien faire, y compris s'il décide de prendre son programme, de le froisser, de le jeter à la poubelle. Bah ça, je pense que ça pose des problèmes, des difficultés qui créent ensuite un sentiment de défiance démocratique, qui explique ensuite des abstentions grandissantes élection après élection. On ne peut pas se satisfaire dans un pays qu'on ait des députés qui soient élus avec 20 ou 30% de participation dans certaines circonscriptions. C'est pas possible. C'est un problème démocratique. Donc il faut régénérer la démocratie. Et pour régénérer la démocratie, on a besoin d'écrire ensemble des nouvelles règles du jeu, de nouvelles institutions, et c'est ce que nous proposons, c'est-à-dire une constituante qui permet d'écrire les institutions de la Sixième République. On va écouter rapidement, parce qu'il ne nous reste pas très longtemps. L'émission est longue, mais elle n'est pas infinie. On va écouter rapidement quelques instants de votre deuxième choix musical, parce qu'il est original. Donc ça m'aurait ennuyé qu'on passe à côté, puisqu'il s'agit en fait d'une reprise de la très célèbre chanson de Charles Aznavour, Formi Formidable. Et c'est une reprise par Aya Nakamura. Moi, après, j'ai écouté l'original. Ça n'a rien à voir. Bah, ça a une autre gueule quand même, l'original, non? Je sais pas, vous aimez Aznavour ou pas? Ouais, j'aime bien. Voilà, extrait donc quelques secondes de Aya Nakamura. Juste, Manuel Bompard, pour se rappeler de quelle chanson celle-ci est une reprise. Allez, quelques mesures de comparaison. Aznavour original.
Alors pourquoi vous avez choisi la version d'Aya Nakamura? Ah, parce que je me rappelle de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques où il y avait eu une polémique un peu, enfin, où certains Avait avaient critiqué sa tenté, présence, quoi. Ouais. avaient tenté et je trouvais que c'était un pied de nez intéressant de proposer cette chanson. Et puis parce que je trouve que, vous savez, vous m'interrogiez tout à l'heure sur François Bayrou, la submersion, Mm. etc. Moi, je crois au contraire à ce qu'on a forgé comme concept avec Jean-Luc Mélenchon, c'est-à-dire la créolisation. C'est-à-dire l'idée que la France, elle est aussi une construction de créolisation, de culture, de vagues d'immigration. Il y en a eu de nombreuses dans nos histoires. Et que l'art, la cuisine, la musique sont aussi des espaces de créolisation. Et en l'occurrence, Aya Nakamura, artiste francophone la plus écoutée au monde, et qui reprend Charles Aznavour, lui-même d'ailleurs, issu aussi de l'immigration. Voilà, je trouve que tout ça, Arménien. Ouais. ça dit aussi ce qu'est la France. Et je trouve que c'est, en tout cas moi, une vision de la France à laquelle je suis attaché. On va parler quelques instants du monde, Emmanuel Bompard, le monde aujourd'hui. Tout d'abord, est-ce que, comme Emmanuel Macron, vous voyez surgir, vous voyez émerger une internationale réactionnaire? Ah, évidemment que à travers l'élection, dans un premier temps de Bolsonaro au Brésil, il a perdu Ouais. depuis, de Milei en Argentine, de Donald Trump qui a été réinvesti pour la deuxième Mhm. fois président de la République aux États-Unis il y a quelques jours, mais aussi en Europe de gens comme Meloni ou Orban, et à travers, et ça c'est peut-être un élément nouveau, une forme d'interventionnisme avec Elon Musk aujourd'hui qui agit un peu comme le bras armé de Donald Trump et qui vient intervenir ici dans le débat politique en Allemagne, ici dans le débat politique en Grande-Bretagne, oui, je pense qu'on peut parler d'internationalisme réactionnaire ou d'internationalisme d'extrême droite, en tout cas d'une stratégie mondiale de l'extrême droite, et qu'il est intéressant d'observer d'ailleurs parce qu'elle s'appuie souvent sur des recettes économiques, en fait, d'une forme de libertarisme ou de néolibéralisme, de libéralisme Mais est-ce que c'est une lame ultime, de fond pur sucre. qui est en train de se produire? Javier Milei, le président argentin, disait il y a quelques jours au Forum économique de Davos, je ne suis plus seul. Et en effet, il se félicitait d'avoir à ses côtés, comme il a dit, le merveilleux Elon Musk, sa chère amie Giorgia Meloni, Trump, Viktor Orban, etc. Est-ce que c'est une lame de fond, un mouvement de fond contre lequel vous êtes en train de perdre? Bah, non, attendez, c'est une lame de fond. C'est un mouvement qui a gagné des positions. Je veux dire, c'est Mhm. factuel, je pourrais pas le nier, mais auquel il est opposé des formes de résistance quand même. Je veux dire, l'extrême droite n'a pas gagné dans tous les pays du monde. Il y a quelques jours, il y a eu une sorte de bras de fer entre les États-Unis et la Colombie. La Colombie, la dernière élection présidentielle, a élu Gustavo Petro, qui est plutôt de la gauche, une gauche d'ailleurs assez proche de ce qu'on peut porter en France. Au Brésil, après Bolsonaro, c'est Lula qui a gagné. Dans un certain nombre de pays du monde, vous avez aussi d'autres expériences politiques qui voient le jour. Donc il y a une confrontation à l'échelle mondiale entre ces différentes options politiques. Par contre, ce que je crois intéressant à observer, c'est que le capitalisme, qui avait plutôt comme modèle politique associé des régimes libéraux, plus à la Emmanuel Macron en France, pour prendre cet exemple, est en train de sans doute changer de nature et se tourne davantage aujourd'hui vers des solutions autoritaires, libertariennes, d'une forme d'ultralibéralisme brut dont Javier Milei est un peu l'incarnation. C'est-à-dire à la fois réactionnaire sur le plan des idées, considérant que tout ce qui sont pourtant quand même des progrès de l'humanité, ça s'apparenterait à du wokisme. Je veux dire, Javier Milei considère que le droit à l'avortement, c'est du wokisme. Il considère que se battre pour l'égalité entre les femmes et les hommes, c'est du wokisme. Voilà. Il a une Et en vision même élargie temps, du wokisme, c'est ce que vous dites. Ouais. oui, enfin, qui devient un concept fourre-tout qui ne veut rien dire par ailleurs, parce qu'on pourrait parler du wokisme en tant que tel. Donc très réactionnaire du point de vue des batailles pour l'humanité, l'émancipation, et en même temps extrêmement brutal d'un point de vue économique, avec la tronçonneuse qui était l'outil. Oui, Si vous aviez invité et sa Javier grande Milei, vous formule, la leur auriez dit Fuera, son qui outil, c'était la tronçonneuse. ouais. Mais qui se traduit par l'augmentation de la pauvreté, la baisse du salaire de 20% en moyenne, l'augmentation des factures du gaz et de l'électricité de 400%, et la multiplication par 7 du prix du ticket de métro. Donc s'il y a des gens en France qui veulent ça, qui se tournent vers Javier Milei, mais moi je veux pas ça pour la Ouais, il France. n'est pas candidat en France, de toute façon. Non, mais certes, non, mais vers j'ai ses compris, amis. vers ceux qui lui ressemblent. Il nous reste une minute, Maël Bompard, et je voudrais qu'on évoque rapidement, donc, mais, puisque c'est une matière sur laquelle vous avez travaillé dans le cadre de votre parcours d'ingénieur,
d'ailleurs, l'intelligence artificielle. Deux questions en 1 minute. Allez, on va essayer. D'abord, est-ce que c'est un peu impensif cette question, mais il est intéressant malgré tout d'avoir votre réponse. Est-ce que c'est une menace ou est-ce que c'est une opportunité ou est-ce que c'est les deux? Et puis, le scénario d'une IA qui échapperait au contrôle de l'homme, est-ce que c'est quelque chose qui mérite d'être étudié? En fait, je pense que c'est, pour répondre à la première question, moi je pense que c'est les deux, et c'est pas juste une manière de pas répondre à la question. C'est-à-dire, il y a des usages de l'intelligence artificielle qui sont extraordinaires au service de l'intérêt général. Moi, j'ai travaillé sur des usages de l'intelligence artificielle en matière de santé, par exemple, pour détecter des maladies. Bon, évidemment, personne ne peut être opposé à l'idée qu'on détecte mieux les maladies. À l'inverse, il y a aussi des usages de l'intelligence artificielle qui sont dangereux, avec des algorithmes qui sont pas toujours transparents. Par exemple, l'utilisation de l'intelligence artificielle au mépris des droits sociaux pour exploiter encore plus les travailleurs dans un certain nombre d'activités. Et donc, pour répondre, je pense qu'il faut promouvoir des agences, y compris une agence publique qui travaille sur la maîtrise de l'intelligence artificielle, mais il faut avoir des réglementations pour faire en sorte que ça ne puisse pas être utilisé au détriment de l'intérêt général. Pour le deuxième Échapper à l'homme. Je pense qu'il y a toujours eu un peu ces craintes. Quand on a commencé à développer des robots, on a toujours dit les robots pourraient. Il faut être vigilant, évidemment. Il faut avoir des régulations, ça me paraît certain. En conclusion, l'interview de Manuel Bompard sur le conflit israélo-palestinien et la situation à Gaza met en lumière une critique acerbe de l'attitude des gouvernements occidentaux et du soutien aveugle dont bénéficie Israël, malgré les crimes qui sont systématiquement dénoncés par les observateurs internationaux. En qualifiant ce soutien d'internationalisme réactionnaire, Bompard dénonce non seulement la politique israélienne, mais aussi l'hypocrisie de certains pays qui, sous couvert de préservation d'intérêts géopolitiques, choisissent de fermer les yeux sur les souffrances humaines infligées à la population palestinienne. À ses yeux, ce soutien inconditionnel à Israël est une trahison des principes de justice et des valeurs universelles des droits humains, et révèle un système où les puissances occidentales se placent du côté de l'oppression, plutôt que de défendre les opprimés. Au-delà de la critique directe des gouvernements, Bompard lance également un appel plus large à une refondation de la diplomatie internationale. Pour lui, il ne peut y avoir de paix durable sans une remise en cause de la logique actuelle qui privilégie les intérêts stratégiques à court terme sur le respect des droits fondamentaux des peuples. Il plaide pour une solidarité véritablement internationale, qui ne se limite pas aux mots, mais qui se traduit par des actions concrètes en faveur des peuples opprimés, à commencer par la Palestine. Son message est également un appel à l'unité de ceux qui croient en une justice mondiale, loin des intérêts de pouvoir, pour créer un mouvement mondial capable de faire pression sur les régimes qui choisissent de maintenir un statu quo de violence et de répression.